Cette cité, c'est là où il a grandi, où il se sent bien, mais dont il aimerait bien s'évader aussi, de temps en temps. Rahil Bati a 23 ans, il est photographe. Il habite chez ses parents dans le quartier de la Pierre Plate, à Bagneux. Attention, il n'y a personne qui l'a acheté celle-là. Un quartier qu'il photographie beaucoup et qu'il ne quitte quasiment jamais. Sauf l'été dernier, quand il décide de partir en vacances avec ses parents et ses 2 frères et sœurs. Elle est belle celle-là. Celle-là était chiant. Je voulais voir de l'eau, des vagues, du sable. Je voulais voir une ambiance chaleureuse, du soleil, le sable qui colle. C'est bronzer, mettre un peu de crème. Je voulais goûter à tous ces plaisirs-là. Tous les ans, vous partez en vacances? Tout le temps. On essaie de partir quand on a un peu d'argent. Chez nous, franchement, dans mon quartier, ouais, c'est vraiment un événement partir en vacances. Rahil prend l'organisation du séjour en main. Sur un site de location entre particuliers, il trouve un appartement à Port-Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. 900 € la semaine, c'est cher, mais l'appartement fait 100 mètres carrés, de quoi loger tout le monde. Rahil appelle le propriétaire au début, tout se passe bien. C'est quelqu'un, genre, très poli, très drôle au départ, jusqu'à un moment. Le moment où j'ai décidé de lui envoyer ma pièce d'identité. Et que par rapport à ça, un masque est tombé. Je dirais vraiment un masque est tombé, un comportement a totalement changé. Après avoir vu la carte d'identité, le propriétaire le rappelle. Il lui aurait alors demandé s'il était musulman. Rahil enregistre la conversation. Non mais c'est bien, on a une discussion humaine, regardez. Et de ne pas louer des musulmans, c'est tout. Mais c'est très très discriminant et raciste, vous savez, c'est grave. Parce que justement, il y a des problèmes avec les musulmans. C'est frustrant, c'est rabaissant, c'est discriminant, c'est toutes ces choses-là, vous savez, ça blesse. Ça blesse profondément parce qu'en étant français avant tout, de se faire traiter en France de telle sorte, c'est quelque chose. Ça fait vraiment mal au cœur. Rahil et sa famille ont finalement annulé leurs vacances à Port-Barcarès. Le jeune homme a porté plainte contre le propriétaire de l'appartement pour discrimination au logement. Ce propriétaire, un homme de 68 ans, nous l'avons retrouvé. Il habite dans le sud de la France, un petit village au milieu des vignes. Bonjour. Bonjour monsieur. Quand nous le rencontrons ce matin-là en caméra cachée, nous lui apprenons qu'une plainte a été déposée contre lui. Il n'a pas été convoqué par la justice, et c'est seulement quand nous lui faisons écouter la conversation enregistrée qu'il se remémore le jeune homme. Je ne veux pas vous louer. Moi, j'ai pas envie de discuter pendant 2 heures. J'ai décidé de... Oh, c'est vraiment tellement ça. L'homme possède plusieurs appartements dans la région. Il se défend d'être raciste. Selon lui, il a refusé la location parce qu'il était choqué par l'attentat de Nice. C'est vrai que quand j'ai entendu qu'il me disait qu'il était arabe, ça m'a gêné. Et comme il y avait plein de soucis pile en ce moment-là, j'ai dit je vais pas lui louer. Et ouais, c'est les attentats qui m'ont fait flipper. Est-ce que vous savez que c'est illégal? Je savais pas qu'il y avait une loi qui m'interdisait de soit un musulman ou bouddhiste ou n'importe qui. Eh bien, cette loi, je m'assois dessus. C'est pourtant une loi qui existe depuis près de 30 ans. Que ce soit pour une location de vacances ou un logement d'habitation, aucun propriétaire n'a le droit de sélectionner ses locataires en fonction de leurs origines, religion, orientation sexuelle ou état de santé. La peine encourue peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Des sanctions qui ne refroidissent pas tout le monde. Selon plusieurs études d'associations de consommateurs, si le futur locataire est une personne de couleur ou s'il a un nom à consonance étrangère, il a 30% de chances en moins de voir sa candidature aboutir. Parfois, c'est même écrit noir sur blanc, comme dans l'affaire de cette agence Laforêt, révélée au mois de décembre. En cause, une fiche interne qu'un locataire a pu prendre en photo et où l'agent immobilier avait écrit « Attention, important pour la sélection des locataires, nationalité française obligatoire, pas de noir. » La discrimination, Ludovic en aurait lui aussi fait l'expérience dans la recherche de sa résidence principale. Une histoire traumatisante dont il préfère parler à visage masqué. Il a 40 ans, il est marié, il a 2 enfants. Au printemps dernier, il décide de déménager pour offrir un meilleur cadre de vie à sa famille. Après plusieurs semaines, il trouve la perle rare. 51 mètres carrés pour 995 € par mois. Ludovic est consultant en CDI, sa femme assistante de direction en CDD. Ils gagnent 5 000 € net par mois, ils ont largement les moyens.
Quand je tombe dessus, je me dis, bon, ben, s'il est en ligne et qu'on postule, c'est bon, il n'y a pas de question à se poser puisque tout est réuni pour. Voilà. Donc je me pose même pas la question à savoir si ça va passer ou pas. Pour moi, c'est presque acquis, on va dire. Après une première visite, l'agent immobilier aurait fait traîner le dossier pendant près d'1 mois, pour finalement annoncer à Ludovic que l'appartement a été loué à quelqu'un d'autre. Le lendemain, l'annonce de l'appartement a été remise en ligne, donc réactualisée. Et là, ça a fait un tour dans ma tête, j'ai compris tout de suite. Limite, on nous a manipulés, on nous a fait perdre du temps, on nous prend pour des cons. Donc là, ça a fait tilt. Ludovic se dit alors que cela vient peut-être de la couleur de sa peau. Il conserve un historique de ses démarches et des échanges avec l'agence. Donc contrat de travail, fiche de paie, quittance de loyer, avis d'imposition. Pour en avoir le cœur net, il demande à sa femme d'appeler. Elle se présente avec un nom à consonance française. L'agence lui aurait alors proposé une visite, sans problème. Ludovic est convaincu qu'il est victime de discrimination. Ben là, je me dis que c'est vraiment dégueulasse. Et surtout l'agence qui va cautionner le fait qu'un propriétaire, je suppose, ne veuille pas de noir dans son appartement, je trouve que c'est très grave. Ludovic veut porter plainte, mais il manque de preuves. Sans enregistrement ou message écrit, impossible de dire pourquoi la candidature a été refusée. Pour étoffer son dossier, il va se tourner vers SOS Racisme. Une des armes des militants de l'association, c'est le testing. Ils appellent des propriétaires ou des agences, avec des profils identiques, mais des noms différents, pour voir si les mêmes appartements sont bien proposés à tout le monde. Oui, bonjour, monsieur au téléphone. Le testing est enregistré. Il a valeur de preuve devant un tribunal. Le 22 juillet dernier, Nicolas Abdelaziz prend en charge le dossier de Ludovic. Il appelle l'agence immobilière pour la piéger. Il enregistre l'appel. Donc nous composons le numéro de l'agence, donc c'est le 01, et nous appelons avec le profil test. L'appartement de 51 mètres carrés est toujours disponible en location. Nicolas se fait passer pour Moussa Diallo, un profil factice, avec le même métier et les mêmes revenus que Ludovic et sa femme. Oui, bonjour, je vous appelle puisque j'ai vu une annonce concernant un appartement. J'aurais aimé savoir s'il était possible de le visiter. Pas possible, il va falloir 2 CDI. Il va falloir 2 CDI. Ouais. Pour refuser la location, l'agence prétexte que l'absence de 2 CDI pose problème. Quelques heures plus tard, Nicolas rappelle. Cette fois, il est Stéphane Dumont. Et pour Stéphane Dumont et sa femme, pas besoin de 2 CDI. Allô ? Oui. Non, mais oui, il est toujours debout. D'accord. Bon, c'est possible de convenir d'une visite ? Ok. Que la femme soit en CDD, ça ne pose pas de problème. Donc oui, il y a une différence de traitement. Et les seules variables qui ont été présentées à l'agence immobilier, la seule différence entre ces 2 profils-là, était l'origine des personnes. Donc c'est pour ça qu'on peut supposer, ou du moins ça laisse supposer que c'est les origines qui motivent les décisions. Avec ce testing, Ludovic a porté plainte. Il attend pour le moment que le procureur décide de l'instruire, ou pas. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes si cette agence acceptait régulièrement des critères discriminants. Ce jour-là, en caméra cachée, bonjour. Nous nous faisons passer pour une propriétaire qui souhaite mettre en location son 2 pièces. C'est 40 mètres carrés, entièrement refait à neuf. D'accord. Il est disponible Oui, mais alors du coup, on est un peu des réticences, donc c'est ça que je voulais voir un peu avec vous. D'accord. Est-ce que dans le choix, on peut dire je veux une étudiante, je veux pas un black Oralement, oui. Vous pouvez nous le dire, mais sachez que ça... Normalement, on n'a pas le droit d'entendre ça. Hein. Ouais. C'est légal. On ne peut pas refuser. Maintenant, je ne le noterai pas dans le dossier, par exemple. L'agent immobilier nous dit d'abord, comme elle en a l'obligation, que c'est interdit. Légalement, elle devrait ensuite refuser de s'occuper de la location. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Non, mais j'imagine que c'est des demandes que vous entendez souvent de la part des propriétaires. Oui, on entend, on essaye de faire en sorte de satisfaire tout le monde. Donc, on peut faire effectivement une sélection par rapport à ce que vous souhaitez. Maintenant, je peux aussi vous proposer un dossier qui ne correspondrait pas à vos critères et vous pouvez me dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça vous protège. Ça nous protège aussi un peu.
Si elle accepte ces critères, l'agent immobilier encourt la même peine que le propriétaire. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Cette agence est-elle un cas isolé? Ou ce type de demande trouve-t-il souvent un écho favorable? Pour le savoir, nous avons tenté pendant plusieurs semaines de faire témoigner des agents immobiliers. Très rares sont ceux qui ont accepté de briser l'omerta. Khaled Ben Abderrahman est agent à Nice. En dépit des mises en garde de la plupart de ses confrères, il a bien voulu évoquer les problèmes de discrimination face caméra. Ça va? Ça va, patron? Khaled est le directeur d'une agence en centre-ville. La première fois qu'il a été confronté directement à la discrimination, c'était il y a 10 ans. Il travaillait pour une autre franchise, qui utilisait selon lui un sigle pour son fichier client. Le sigle qui a été utilisé, c'était BBR. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire bleu, blanc, rouge. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire pas d'arabe, pas de noir. Il estime qu'aujourd'hui, 10 à 15% des propriétaires ont des critères discriminants. Khaled est lui-même d'origine maghrébine, il refuse ces demandes systématiquement. Mais selon lui, ses confrères ne font pas tous la même chose, motivés par l'appât du gain. La sélection d'un locataire se fait plus par les choix dictés par celui qui vous paye, celui qui paye le mandat, c'est le propriétaire, que par ce que dicte le patron, ce que dicte la loi. Faute de preuves, les procès sont extrêmement rares. Depuis 10 ans, seuls 5 agents immobiliers ont été condamnés pour discrimination au logement. Le plus souvent à des amendes de quelques milliers d'euros. Seules les affaires qui ont un écho médiatique semblent trouver une issue. L'agence qui proposait l'appartement avec l'affiche Pas de noir a été exclue du réseau La Forêt. Le propriétaire a déménagé dans une autre ville. L'affaire a aussi permis d'autres enquêtes. Une semaine plus tard, le site d'information Bondy Blog révélait que dans une agence Orpi du Rhône, un fichier interne utilisait le code critère PE pour pas d'étrangers. Au siège de l'entreprise à Paris, cela a fait réagir. Bernard Cadot est le président de cette coopérative, le plus grand réseau de France avec 1200 agences immobilières. Il est le seul représentant d'une grande franchise à avoir accepté de nous rencontrer, pour nous montrer d'abord tout ce qu'il met en place pour lutter contre les discriminations. Alors voilà, on a tout un paragraphe sur la lutte contre la discrimination. Affichage en agence, information aux propriétaires, contrat de location qui stipule que c'est hors la loi. Il y a aussi toutes les notes internes, destinées aux agents immobiliers. Discrimination à la location, soyez vigilants, nous ne devons pas accepter un mandat si le propriétaire cherche à imposer des critères discriminants. Et nous, ce que nous disons à nos agents, c'est ne cédez pas à cette tentation, respectez la loi bien évidemment, et expliquez, surtout c'est aussi de la pédagogie, expliquez aux clients que on est hors la loi et que ça ne peut pas se pratiquer. Monsieur le Président. Mais à l'évidence, ce n'est pas infaillible. Bonjour Philippe. Ça va? Oui. En forme? Assieds-toi, oui. Philippe Selletti dirige le conseil de discipline d'Orpi. Alors, son président lui a demandé de retrouver l'agence qui utilisait le code critère PE. On vous a saisi, maintenant où est-ce que vous en êtes? Eh ben on a commencé bien sûr à vérifier les dires et à faire une enquête interne au sein de la coopérative. Dans l'article, le témoignage était anonyme. Alors, depuis 1 mois et demi, les 2 hommes mènent l'enquête pour identifier l'agent immobilier et le sanctionner. Qui serait quoi, les sanctions? Qui serait l'exclusion du réseau, si c'est avéré comme ça l'est, comme je l'ai toujours dit. Sans aucun état d'âme? Sans aucun état d'âme, ça, il n'y a pas de... Franchement, ça, on transige pas avec ça. Suite à ces différentes affaires, les principales franchises immobilières ont signé une charte, s'engageant à mieux former leurs agents. Aboubakri est sénégalais. À 42 ans, il est intérimaire et étudiant en philosophie. Au printemps dernier, il pense trouver un appartement dans cet immeuble HLM. Là, vous êtes chez moi en F2. Un 2 pièces refait à neuf. Pourtant, Aboubakri n'y a apporté aucun meuble. Il a obtenu les clés du gardien, mais il n'a jamais reçu de bail et ne paye donc pas de loyer. Ici, c'est la chambre à coucher. En fait, ce logement est illégal.
Au départ, ça semblait être une bonne affaire. Il cherchait depuis 3 ans, mais son salaire était trop faible pour un logement privé, jusqu'à ce qu'on lui donne ce tuyau, une HLM facile d'accès proposée par un gardien d'immeuble. Il y a un étudiant aussi sénégalais. C'est lui qui m'a informé de cela. Il m'a dit, bon, écoute, il y a cette opportunité qu'il y a à travers un gardien d'immeuble de pouvoir rapidement accéder au logement. Un soir, sans prendre rendez-vous, Aboubakri se décide à aller voir le fameux gardien dans sa loge en bas de cet immeuble. Lui aussi est sénégalais. Moussa Ndao le reçoit tout de suite et ne semble pas du tout étonné par ce qu'Aboubakri va lui demander. Ben, je lui ai dit, bon voilà, il y a longtemps effectivement que je cherche un appartement et que je ne parviens pas à en trouver. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça ne tient qu'à toi. Il m'a dit, vous voyez là, il y a de grands appartements. Donc là, je pourrais vous donner un F4 là, si vous voulez. En échange de quoi? D'argent, bien sûr. Il avait des fourchettes de prix en fonction des standings visés. Pour un F4, il avait même demandé 7500. J'ai dit que je ne pouvais pas. Pour un F3, c'était 4500. Est-ce que vous lui avez donné de l'argent? Ah, bien sûr. Combien? Je lui ai donné 6500 €. Pour cet appartement? Pas cet appartement, c'était pour un F4. Contre 6500 € en liquide, Moussa Ndao aurait promis un grand appartement avec un bail légal. En attendant, dit-il, qu'un F4 se libère, il donne les clés du F2. Mais première surprise pour Aboubakri, le F2 n'est pas relié à l'électricité. Sur le palier, il n'y a que 3 compteurs pour 4 logements. Voilà où se termine l'installation de son appartement. Les travaux de raccordement n'ont tout simplement jamais été effectués. C'est pour cela que le F2 ne pouvait être loué et restait inoccupé. Deuxième surprise, il n'obtiendra ni le F4 promis, ni même un bail pour ce F2. Et le concierge ne donne plus signe de vie. Aboubakri est un squatteur malgré lui. Il peut être expulsé à tout moment. Cette escroquerie présumée au logement social n'est pas un cas unique en France. Soupçons de corruption à Sarcelles, en région parisienne. Fraude présumée à Montpellier, mais aussi à Chenôve, près de Dijon. Chaque fois, des histoires de pots de vin contre un appartement HLM. À Courbevoie, derrière les tours du quartier d'affaires de la Défense, il faut attendre jusqu'à 5 ans avant d'obtenir un logement HLM. Plus de 2000 dossiers sont en attente. Moussa Ndao était gardien depuis 14 ans dans cet ensemble HLM de la rue de Normandie. 137 logements, dont une vingtaine toujours vides. Il disposait des clés de tous les appartements inoccupés. À Courbevoie, selon les locataires floués, le gardien était devenu le bon plan pour obtenir rapidement une HLM. Au 7e étage de cet immeuble, avec pour seule lumière les projecteurs du stade voisin, la famille Adala aurait elle aussi cru aux promesses du concierge. Pour ce F2 qu'il occupe depuis juin 2013 avec son épouse et ses 2 nourrissons, Djoulaïdi aurait versé 4 500 € à Moussa, 3 fois son salaire de menuisier. Et il n'a toujours pas de bail. Qu'est-ce qu'il vous disait, Moussa? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, mon frère. Vous voulez quoi? Un F4, un F5, un F6 Mais il a le choix. Comme au magasin. On dirait c'est lui, service HLM. Pourquoi avoir donné cet argent? Parce que j'avais pas d'autre choix, comme je vous racontais. Quand tu pars dans une agence immobilière, tu poses ton dossier et tu trouves beaucoup de gens qui ont visité et enfin ils choisissent les gens qui ont le plus de salaire et toi, tu seras refusé. En 6 mois, le gardien aurait ainsi trompé une vingtaine de locataires et reçu plus de 100 000 €. En juillet dernier, exaspéré, sans aucune perspective d'obtenir un bail, une dizaine de victimes portent plainte. Immédiatement, Moussa quitte la ville avec sa femme et ses 2 enfants, avant même que la police puisse l'interroger. Il est retourné au Sénégal. Il habitait ce logement de fonction au rez-de-chaussée de l'immeuble. Son appartement a depuis été placé sous scellé. Avant même les plaintes, les locataires légaux suspectaient depuis longtemps l'existence d'un trafic.
Roger habite l'immeuble depuis 10 ans. Lui a un bail pour son appartement qu'il a obtenu normalement. Il estime pourtant avoir été floué depuis qu'il a reçu sa facture d'eau. Normalement, il paye chaque mois 171 € pour lui, sa femme et ses 6 enfants, une somme déjà énorme. Mais cette année, on lui réclame en plus 1633 €. Pour Roger, c'est la faute aux occupants illégaux de l'immeuble. La consommation ici est collective. Hein. Après, on va faire au prorata de personnes qui habitent dans les appartements. Mais comme les squatteurs ne sont pas reconnus par l'office, mais qui payent? C'est les légaux, les gens qui sont là légalement. Donc vous auriez payé pour les autres? Exactement. Et ce n'est pas tout. Roger, comme tous les autres locataires, n'a pas non plus accès aux caves. Selon eux, Moussa sous-louait aussi le sous-sol. C'était le gardien qui avait les clés pour tous les locataires. Il ne nous les a jamais données. Pourquoi? C'est la grande question. Selon vous, il y a des gens qui vivaient dans ces caves? Mais non, je pense que oui, il y a des gens qui vivaient dans les caves. Ou alors qui venaient que pour dormir. Soupçonné d'être un escroc, Moussa était-il aussi un marchand de sommeil? Ces caves, nous avons pu les visiter. Rien ne permet d'affirmer clairement que des gens ont vécu ici, mais on y trouve de nombreux matelas en bon état, des frigos et des canapés qui n'appartiennent pas aux locataires officiels. Les habitants veulent des explications et dès 2010, ils envoient des courriers à l'office HLM. Les caves et le local à vélo sont à la jouissance exclusive du gardien. Vous trouvez ça normal? Nous payons la taxe d'habitation sur ces caves. Je vais entamer une procédure judiciaire. Des courriers restés sans réponse, jusqu'à la plainte des locataires en juillet dernier pour escroquerie. Fin septembre, les locataires légaux sont conviés au siège de l'office HLM pour une explication. Les squatteurs se présentent eux aussi, mais sont priés de rester dehors. La réunion, c'est pour les gens qui ont un bail locatif avec l'office. On est pour un con quoi? Tout à l'heure, je suis assis ici. On est là comme des moutons, on nous dit attendez. Il n'y a pas d'attendez, madame, ça y est. C'est bon. Non, on se calme pas. On se calme pas. Là, c'est pas possible. Après 10 minutes de tractation, les illégaux finissent par sortir, comme Samira, vendeuse à la Défense, qui affirme avoir donné 3500 € au gardien. On se retrouve dans une situation où personne nous parle, on nous néglige, on a l'impression qu'on n'est pas des humains, quoi. Pourtant, on fait rien de mal. On travaille comme tout le monde. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a mis une certaine somme et qu'il fallait pas, mais bon, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Hein. 2 heures plus tard, à la sortie de la réunion, c'est la déception aussi pour les locataires légaux. Voilà. Ils ont laissé faire. Que répond le PHLM? Apparemment, rien du tout. Rien de concret, rien qui aille dans le sens que nous puissions avoir un éclaircissement. Les locataires ne sont pas les seuls à s'être posé des questions. En 2012, un rapport confidentiel du ministère du Logement pointait déjà des dysfonctionnements rue de Normandie. Les données de décembre 2011 font état d'une vacance supérieure à 12 mois concernant 24 de ces logements. Les rapporteurs s'étonnaient déjà du nombre important de logements officiellement vides. L'office HLM refusera de s'expliquer devant notre caméra, se contentant de ce court communiqué. Depuis un certain temps, nous avions des soupçons d'escroquerie envers un de nos gardiens. De nombreux contrôles ont été diligentés par l'OPH, mais sans apporter de preuves flagrantes. Comment le gardien aurait-il pu mener un tel trafic? Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Mais nous avons retrouvé sa sœur. Selon elle, il est impossible qu'il ait agi seul. Désolé, on vous dérange. Vous êtes la sœur de Moussa? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Je ne sais pas la complicité avec qui, mais c'est ça qui se passe. Parce qu'une personne ne peut pas faire toutes les bêtises comme ça. On est des êtres humains. Une personne ne peut pas faire ça tout seul. Même s'il est plus malin que tout le monde, il ne peut pas le faire tout seul. Mais il y a des gens derrière lui, mais les gens, il ne peut pas sortir. Lui aussi, il est bête, il ne peut pas sortir les gens. Elle a ramassé pour casser comme ça. Selon tous les locataires, Moussa Ndao se vantait d'avoir des complices haut placés. Il citait des noms. C'est aussi ce qu'ont raconté aux policiers tous ceux qui ont déposé plainte. Il m'a dit qu'il avait des connaissances à la mairie. Il m'a fait parler à un monsieur Paul. Monsieur Paul m'a alors dit qu'il parlerait de tout ça avec une certaine Françoise et un certain Jean-Luc, qui sont en charge de l'attribution des logements. Pour l'instant,
aucun nom n'a été formellement identifié. Les locataires s'interrogent sur une éventuelle proximité entre le concierge et le député maire UMP de Courbevoie, également vice-président de l'office HLM. On les voit ensemble sur une série de photos. Moussa Ndao a participé à sa campagne pour les dernières élections en collant des affiches et en distribuant des tracts. Vivement mis en cause par les locataires, le maire a accepté de s'expliquer. C'est un gardien que j'ai rencontré et qui m'a dit « j'aimerais bien vous aider dans la campagne ». Jusqu'à là, vous savez, il y a tellement de monde qui viennent pour vous aider dans la campagne. Moussa simplement était là, à côté de moi, comme d'autres étaient là, si vous voulez. Simplement, je ne savais pas que Moussa avait eu cette, disons, facilité de tromper son monde. Et ça, je l'ai découvert après. Toujours pareil, vous savez, vous découvrez toujours après. Sinon, vous l'aurez pas pris, je ne l'aurais pas pris. Alors, qui sont ces monsieur Paul et madame Françoise qui sont cités dans les plaintes? Ben voilà, l'enquête va définir qui ils sont. Et je souhaite vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout, pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Toujours au Sénégal, auprès de sa famille, le gardien refuse de s'exprimer. Il n'est pas mis en examen, mais il a tout de même pris un avocat pour répondre aux accusations. Pour maître Yassine Bouzrou, Moussa Ndao n'a rien à voir avec ce trafic. Il serait un bouc émissaire. Mon client indique ne jamais avoir reçu d'enveloppe de billets en échange d'appartements. Moi, je ne connais pas la vérité dans toute cette affaire. Il y a peut-être des malversations, je ne le sais pas. Simplement, je trouve un petit peu étonnant d'accuser mon client, qui était un simple gardien, d'un trafic de HLM. Ce n'est pas parce que des gens se plaignent qu'ils disent la vérité. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Courbevoie. Rue de Normandie, les occupants illégaux, eux, attendent maintenant leur expulsion. Fin septembre, les policiers sont venus les avertir. Comme tous les autres squatteurs, Aboubakri a reçu leur visite. Il lui reste le temps de la trêve hivernale, jusqu'au 1er mars, pour quitter son F2 et trouver un nouvel appartement, légalement cette fois-ci.